Troisième Web Urba Session 2021. Les Web Urba Sessions donc, sont proposées par le CAUE, par la DDT d'Ardèche et par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, avec le soutien du programme européen LEADER. Ces Web Urba Sessions, ou du moins ces Urba Sessions tout court, sont des temps d'échange, de formation à destination des élus et des techniciens. Ils sont multi-thématiques. Ça part de la planification générale, de la manière de construire un projet de territoire, jusqu'à des choses très, très opérationnelles. La troisième session que l'on vous propose ce soir est consacrée aux outils de maîtrise du foncier. Deux intervenantes pour traiter de ce sujet. Donc, Laure Vigneron et Anne-Sophie Vergne, toutes deux travaillant à la DDT de l'Ardèche. Donc, merci d'avance pour votre intervention, qui, comme nous, on a pu le voir en préparant, sera très complète et très riche. Donc, voilà, c'est un beau programme devant nous, avec également un temps d'intervention d'EPORA qui présentera ses modalités d'intervention. Bonsoir, donc je suis Laure Vigneron, je suis chargée de mission planification à la DDT de l'Ardèche. Donc j'interviens ainsi que mes collègues sur l'accompagnement des collectivités, sur l'émergence des documents d'urbanisme en particulier, donc carte communale, PLU, PLUI et également jusqu'au SCOT. Et donc là, je fais une formation un petit peu plus, que vous verrez, assez juridique sur les différents types d'outils qu'on peut manipuler pour, je ne dirais pas forcément avoir la maîtrise foncière proprement parler, donc la propriété, mais vraiment l'idée de construire une orientation du foncier au service des intérêts de la collectivité. Voilà. Donc, la présentation, elle va se faire en 5 étapes. La première étape, c'est les préalables. Pourquoi, en fait, il est aussi important d'avoir une maîtrise foncière à l'échelle d'une collectivité. Le deuxième temps, c'est comment on peut devenir, donc, en tant que collectivité, devenir propriétaire d'espaces fonciers sur son territoire. Le troisième temps, c'est les outils de droit commun qui relèvent du PLU, où là, on est plus sur l'orientation de l'affectation du foncier. Ensuite, les outils mobilisables pour l'urbanisme de projet, là, donc sur comment on construit vraiment un objet particulier et comment on maîtrise le foncier dans le cadre de cette construction. Et dans un dernier temps, les outils mobilisables pour protéger certains enjeux. Donc, on verra que la maîtrise du foncier n'est pas seulement orientée sur la construction, mais qu'elle peut être aussi orientée vers la protection de certains espaces agricoles, de certains espaces naturels à valeur particulière. Donc, sur le principe, pourquoi il y a ces besoins de maîtrise du foncier? C'est d'abord parce que c'est une denrée rare. C'est-à-dire qu'on a une consommation foncière qui est allée croissante depuis les 50 dernières années, avec des acuités particulières au début des années 2000 jusqu'à une période récente. Et le principe, on s'est rendu compte qu'en fait, cette fuite en avant n'était pas du tout durable et qu'on était vraiment sur une ressource limitée qu'il fallait gérer maintenant de manière très différente pour, d'une part, pour préserver des espaces agricoles et naturels, mais également pour rendre la ville plus efficace, plus viable, sans forcément avoir un recours et une dépendance aux déplacements motorisés. Donc, le coût du foncier, du coup, est quand même aussi on est sur un territoire, on va dire, intermédiaire en coût du foncier, mais le foncier est toujours beaucoup trop cher et donc un élément rare, forcément, doit être maîtrisé. Et on a vraiment aussi un enjeu de frugalité foncière, c'est-à-dire que là, maintenant, l'enjeu de préservation des espèces frugalité foncière, c'est-à-dire que plus ça va, et depuis une amorce qui a été lancée dans les années 2000 par la loi SRU, confirmée par toutes les lois qui parlent d'urbanisme ultérieurement, les lois Grenelle, Allure, Élan, et puis plus récemment celle qui est soumise au Parlement actuellement, la loi Résilience. Le principe, c'est que vraiment, on a une prise de conscience d'une consommation foncière excessive et donc des enjeux maintenant de travailler dans la finesse pour essayer de mobiliser le foncier qui est encore disponible dans le tissu urbain, mobiliser le foncier construit pour lui redonner une nouvelle vie lorsqu'il est vacant
Et puis également donc, des projets urbains qui doivent se trouver aussi dans ces espaces déjà bâtis, surtout parce qu'ils forcément ils seront plus fonctionnels, plus proches des services, des équipements. Donc c'est vraiment un enjeu fort et donc cet enjeu fort, il va nécessiter de le côté des collectivités pour pouvoir agir de manière efficace, à maîtriser de plus en plus les outils fonciers. Le principe, c'est également maîtriser le foncier, c'est stratégique pour une collectivité, c'est répondre à ses besoins. Alors, la maîtrise foncière, on la conçoit de prime abord vraiment sur les questions d'équipement public, de logement, d'économie, un petit peu moins évidemment, de manière moins évidente, de revitalisation. Maîtriser aussi le foncier sur des pas de porte commerciaux, c'est essayer de redonner là où il y a une désertion de l'action privée, peut-être, que la collectivité puisse prendre le relais. Mais également, donc, comme je l'avais un peu amorcé tout à l'heure, les espaces agricoles et naturels. On peut préserver les fonciers, pas pour les aménager, mais bien pour les préserver. On peut aussi être dans la logique de réserve foncière de long terme, c'est-à-dire anticiper des secteurs qui pourraient être stratégiques à l'avenir et donc les maîtriser au niveau propriété, mais pas forcément pour poser immédiatement un projet, mais bien pour anticiper et donc avoir, on va dire, un portefeuille foncier au niveau de la collectivité qui permette de répondre à des besoins de moyen et long terme. Et le principe aussi de la rétention foncière, c'est-à-dire de la maîtrise foncière, c'est éviter les aléas de principe sur les montées en charge du prix du foncier, c'est-à-dire que tous les espaces que la collectivité maîtrise, ça sera du foncier dont l'aménagement sera beaucoup moins coûteux et non soumis à l'inflation du coût du foncier. Les préalables, c'est pour montrer effectivement qu'on a une réflexion d'aménagement et là, on est sur la logique du projet, c'est-à-dire qu'on a un besoin identifié au niveau de la collectivité. On anticipe ce besoin, excusez-moi, et on anticipe ce besoin qui peut passer par les besoins actuels, mais également on anticipe des besoins futurs. Il y a vraiment cette projection dans l'avenir. La maîtrise du foncier, c'est se projeter dans l'avenir et inscrire la politique locale dans le long terme. Et puis, une fois que la décision de la collectivité est prise, qu'on a ciblé un foncier à enjeu, il y a la maîtrise du foncier à proprement parler, puis seulement l'acte d'aménagement. Donc, il y a vraiment, c'est pour ancrer cette idée que pour avoir une politique d'aménagement, l'associer à une politique foncière, c'est justement rendre concrète la politique d'aménagement et c'est vraiment un outil essentiel pour faire atterrir les projets collectifs. Sur le principe, donc, mais là je vais passer la main assez vite, on voit que sur la maîtrise foncière, on a différents acteurs selon la typologie du foncier dont il s'agit. Vous avez sans doute déjà eu affaire à la SAFER. Donc là, on est sur les fonciers d'enjeux agricoles, donc toutes les transmissions de biens à vocation au service de l'agriculture. On a d'autres acteurs qui sont un peu moins présents dans le département, les sociétés d'économie mixte, les bailleurs sociaux qui jouent rarement le rôle de porteurs fonciers, mais ça peut arriver dans certaines configurations. Et donc, on a quand même dans le département l'EPORA. Et donc, je vais passer la parole à Patrice Gors, donc les établissements publics Ouest Rhône-Alpes, donc établissement public foncier qui intervient dans notre département. Pour présenter rapidement EPORA en quelques minutes, donc EPORA, c'est un établissement public foncier qui a été créé par l'État, donc qui est arrivé en Ardèche en 2007 sur le Nord Ardèche et en 2015 sur l'ensemble de l'Ardèche, et qui est gouverné par des élus du territoire, notamment Madame Buis, par exemple, qui siège pour le compte du département de l'Ardèche. Et donc, sa vocation, c'est de lutter contre l'étalement urbain, c'est ce qui est inscrit dans le Code de l'urbanisme. Et nos métiers, en fait, c'est de recycler les biens qui sont dans les zones urbanisées qui ne sont plus utilisés. Donc, de faire du recyclage foncier. Donc, c'est notre vocation. Et avec des orientations qui sont fixées par le conseil d'administration d'EPORA, qui sont de créer du logement. Alors, c'est tout nouveau, puisque le conseil d'administration a été renouvelé et a voté le 5 mars les nouvelles orientations d'EPORA. Donc, c'est la création de logements sociaux, mais pas que, de logements en général. Et
des logements adaptés au territoire, personnes âgées, etc. La création d'activités économiques, d'emplois. Donc ça, c'était des axes qui étaient déjà là auparavant. Un nouvel axe qui est lié aux centralités, donc qui est lié aux procédures Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, notamment, mais pas que, donc qui vise à recréer une dynamique, une vitalité dans le centre des bourgs. Un autre axe qui concerne la protection de la nature, la renaturation. Donc on en parlait, des biens qu'on va remettre en nature, ou pour préserver des risques par endroit, par moment. Et puis le dernier axe, vous en avez parlé aussi, c'est la réserve foncière, c'est d'acheter des terrains pour les garder quelques années en prévision de l'avenir. Donc ça, c'est les grands axes qui sont fixés par le conseil d'administration. Et notre mode d'intervention, le métier de base d'un établissement public, c'est le portage foncier. Donc nous, on intervient pour le compte de collectivités locales, donc les communes, les comités de communes ou le département éventuellement, et on va faire du portage pour leur compte. C'est-à-dire qu'on va acheter les biens, donc soit à l'amiable, soit par préemption, soit par expropriation s'il faut en arriver là. Et on va les garder par devant nous quelques années, 4 ans minimum, ça peut être beaucoup plus selon le projet de la commune. Et donc le temps que la commune développe son projet, son opération de recyclage, et on va et au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, voire plus, on revend au prix de revient. On prend pas il n'y a pas de frais liés à Epora là-dessus. On revend au prix de revient, soit à la commune si c'est un équipement public ou si aucun opérateur a été trouvé, ou à un opérateur privé ou public. Vous avez parlé des bailleurs sociaux, mais ça peut être d'autres, privés, qui on revend le terrain. Après. Donc sur ce portage-là, ça peut être. Il y a différents types de biens. J'ai envoyé régulièrement à tous les EPCI la liste de toutes les conventions que Epora avec les collectivités locales. On en a à peu près une cinquantaine sur l'Ardèche en ce moment, et ça va. Il y a de tout. Il y a des terrains nus, des terrains d'encreuse qu'on trouve dans les villages. On trouve des bâtiments isolés ou plusieurs bâtiments, jusqu'à effectivement après des biens plus complexes, des anciens hôpitaux, des anciennes caves coopératives. On a aussi pas mal d'îlots anciens dégradés, plusieurs des pâtés de maison dans les OPH, RU par exemple, ou autres dans les centres anciens qui sont dégradés, où il faut le traiter en masse. Et bien sûr, des anciennes industries polluées, amiantées, polluées, qu'on va traiter. Donc on a un peu tout. Donc, c'est vrai qu'Epora, historiquement, ça vient de Saint-Étienne et ça vient du traitement des friches industrielles, donc c'est un peu l'image que l'on a, mais on fait pas ça. Aujourd'hui, 70% de notre portefeuille, c'est de l'aménagement urbain, c'est de l'achat en zone urbaine, et pas des friches industrielles. Donc ça, c'est le portage que l'on peut faire, c'est la base du métier. On peut aussi aider les collectivités à... Oui, mais attends. Le micro qui est branché. On peut aussi aider les collectivités à affiner leurs projets. Alors des fois, sur un terrain nu, c'est parfois simple, puis il y a déjà un opérateur qui a été désigné. Parfois, c'est un peu plus complexe, donc on peut l'accompagner en faisant des études préopérationnelles, donc des études de faisabilité, des études de marché, pour voir un peu ce qu'on peut faire sur le terrain, sur le tellement, quand c'est un peu compliqué. On peut aussi mettre en relation avec des opérateurs, puisque nous, on travaille avec pas mal d'opérateurs du territoire, voir si le site en vaut la peine, faire des appels à projets, pour mettre en concurrence différents projets d'opérateurs. Et puis, la particularité d'Epora par rapport à d'autres établissements publics, c'est qu'on fait de la conduite d'opération de démolition, de déconstruction, de dépollution. Donc, on a de l'ingénierie, on a des spécialistes de la dépollution du deuxième étage. En fait, on va assurer tous les travaux, donc la consultation des maîtres d'œuvre, les diagnostics techniques et le suivi des entreprises pour remettre le bien en état. Donc les raser, la dépolluer et remettre le terrain prêt à une vocation ultérieure. Et donc sur ces travaux de deuxième étage d'évolution, qui sont souvent onéreux, parce que du coup le prix de revient du terrain au mètre carré est bien évidemment plus élevé, puisqu'il faut faire des travaux de dépollution, de démolition. Epora va intervenir sur ses fonds propres. Alors les fonds propres d'Epora, ils viennent d'une taxe qui est perçue est payé par tout le territoire sur les taxes foncières et les taxes d'habitation, enfin feu la taxe d'habitation.
Et donc, ça nous crée des fonds propres et qu'on remet sur les projets qui sont très déficitaires. En fait, pour faire simple, c'est pas exactement ça, mais pour retenir, en fait, on prend une grande partie en charge des frais de démolition, de déconstruction et dépollution. Merci. Donc, l'idée était bien, effectivement, de situer parmi la différente panoplie des outils fonciers, de situer l'EPORA comme étant un interlocuteur à privilégier sur certains projets, et en particulier des projets complexes. Donc, je reprends le fil de ma présentation. J'avais fait, donc vous trouverez dans le document une fiche spécifique sur les domaines. Alors, c'est vrai que le service des domaines, qui est un service rattaché au service des finances publiques, c'est un service, on va dire, donc rattaché à l'État, qui doit être consulté de manière obligatoire dans certains cas, ou est en appui aux collectivités pour estimer la valeur d'un bien. Donc, il y a une obligation pour les collectivités de solliciter l'avis des domaines dès lors qu'on acquiert un bien d'une valeur de plus de 180 000 €. Et également, dans certaines situations particulières, donc, que je décrirai plus tard, donc je ne vais pas m'attarder, donc sur du droit de préemption urbain renforcé ou en zone d'aménagement différé. La méthode qu'utilisent les domaines, c'est d'aller donc par échantillonnage finalement et par méthode comparative collecter le prix des biens vendus, alors, terrain nu, foncier construit, pour en tirer par faisceau d'indices le prix, on va dire, la fourchette de prix acceptable pour certains biens. Donc, ça permet à la collectivité d'objectiver un peu la valeur des choses sur son territoire et de rentrer dans des possibles négociations lorsque le prix proposé par un potentiel vendeur semble quand même décalé par rapport au marché local. C'est une sécurité pour les collectivités locales. Et donc, il y a des obligations pour les domaines de répondre sous un délai rapide. Et les éléments communiqués par les domaines doivent être mis à disposition de l'Assemblée délibérante. Voilà, donc un des acteurs que vous verrez dans le domaine du foncier, c'est le service des domaines. Alors, dans un premier temps, on va voir tout ce qui est outils relevant de l'acquisition. Donc, les outils d'achat qui permettent l'achat et la maîtrise foncière directe, la propriété des biens que la collectivité a intérêt à maîtriser. Donc, le premier élément, rien de très, très original, mais pourtant très usité, c'est l'acquisition amiable. C'est-à-dire que dans quand même la majorité des cas, les collectivités, quand elles veulent se rendre acquéreurs d'un bien ou d'un bien bâti ou d'un foncier nu, le plus fréquent et le plus souple aussi, le plus réactif, c'est l'acquisition amiable. Ça rapprocher d'un vendeur, négocier et devenir propriétaire. L'intérêt aussi, c'est que c'est utilisable dans toutes les circonstances. C'est-à-dire que c'est utilisable qu'on ait ou pas de documents d'urbanisme. C'est utilisable, y compris en parallèle de procédures un petit peu plus lourdes. À tout moment, on peut toujours retourner à la négociation et à l'achat de gré à gré. Et donc, c'est bien ce que je disais, la majorité des acquisitions. On n'a pas de formalité administrative particulière, de recours au juge. Par contre, les deux obligations, c'est avoir effectivement que la collectivité ait budgété le prix d'acquisition. Et l'autre obligation, c'est que le maire consulte que le projet d'achat soit mis en délibération à l'assemblée communale ou intercommunale. Donc, c'est le cadre qui s'impose. Alors, vous voyez, à chaque type d'outil foncier, je vous ferai une diapo de ce type qui donne un peu les avantages et les limites de chacun des outils. L'avantage, c'est la maîtrise du prix. On est dans la négociation, donc il n'y a pas de recours au juge, qui sont une procédure beaucoup plus lourde, beaucoup plus contentieuse. On peut négocier au-delà du prix d'autres modalités de l'achat. Et puis enfin, on peut le gérer, ça se plaque à tout moment, quelles que soient les procédures en cours. La vigilance, c'est qu'on ne maîtrise pas les délais, c'est-à-dire que le refus du vendeur est incontournable. Et puis, la collectivité est vraiment suspendue à la volonté des propriétaires, y compris sur le coût proposé.
Autre outil très utile, c'est le droit de préemption urbain. C'est-à-dire que lorsque un document d'urbanisme est actif sur un territoire communal, la collectivité dispose d'un droit de préemption urbain. Alors, ce droit de préemption, ça ne veut pas dire qu'on peut forcément acheter les biens qui sont dans ce périmètre, mais que systématiquement, si le droit de préemption urbain a été mis en place, alors il y a un droit de priorité pour la collectivité. Si un bien est en vente, donc souvent ça transite par les notaires, il doit être adressé à la collectivité une déclaration d'intérêt. C'est la diapo suivante, excusez-moi, je m'en mêle. Le principe, c'est une priorité. On peut acquérir progressivement et donc phaser aussi l'achat et donc l'effort communal donc au fur et à mesure que des biens sont mis en vente. On collecte ces biens pour en constituer un tout. L'autre intérêt également, c'est que même si la collectivité n'achète pas, ça permet d'avoir et de prendre la mesure des prix du foncier sur son territoire. Donc, le principe, effectivement, c'est que sur un PLU, on va pouvoir manier le droit de préemption urbain sur tous les secteurs de la zone U, donc la zone classée constructible urbaine, ou les zones à urbaniser. Par contre, les zones A et N, donc agricoles ou naturelles, là, le droit de préemption ne s'exerce pas. Donc, on ne peut créer un droit de préemption que sur les secteurs qui sont constructibles. En carte communale, c'est le même principe, c'est-à-dire en carte communale, on a de la zone C ou de la zone non constructible. Donc, le droit de préemption peut être mis en place exclusivement sur la zone constructible. Alors, la finalité. Par contre, le droit de préemption urbain, il a un cadre, c'est-à-dire qu'il doit répondre à des conditions normées dans le code de l'urbanisme. Et la garantie, c'est qu'on ne fait des acquisitions que dans un but d'intérêt général, soit dans le cadre d'un projet urbain, soit dans le cadre d'un projet lié à l'habitat, soit pour accompagner des activités ou créer des activités économiques sur le territoire, sur le développement du loisir et du tourisme, sur la réalisation d'équipements collectifs. Donc là, on est vraiment sur l'acte d'aménagement de la collectivité en propre, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité, dans le cadre du renouvellement urbain, et également dans le cadre de la sauvegarde et de la mise en valeur du patrimoine bâti. Et également, le droit de préemption urbain peut être motivé simplement par un enjeu de constitution de réserve foncière correspondant à un de ces objets. Et donc, c'est vraiment des critères limitatifs, c'est-à-dire que l'acquisition, je vais vous détailler la procédure, mais on doit pouvoir justifier auprès du vendeur que le droit de préemption exercé par la collectivité pour devenir propriétaire et se substituer à l'acquéreur éventuel doit répondre à un intérêt général. Donc, les mutations, c'est tout type de mutation, c'est-à-dire que c'est les ventes, les échanges, c'est-à-dire que si deux propriétaires décident d'échanger, la collectivité peut s'immiscer et dire non, non, cet échange ne correspond pas à mes priorités, moi j'ai un projet et donc je prends ma priorité. Les adjudications, donc là dans le cadre de procédures de liquidation judiciaire ou de choses comme ça, et puis également, on peut exercer un droit de préemption urbain sur des droits indivis, c'est-à-dire que s'il y a un indivisaire, des biens qui sont en propriété par 2, 3 personnes, voire plus, s'il y a une vente d'une partie indivise, vous pouvez vous porter acquéreur. Les exceptions, alors ce droit de préemption, il ne vaut que sur les bâtis de plus de 10 ans. Donc, un bâti plus récent, il pourra être remis en vente sans que la collectivité puisse fasse valoir son droit de préemption. Les ventes HLM également. Donc, quand un bailleur social décide de vendre un logement dont il est propriétaire, il y a un droit de priorité en fait sur l'occupant et donc raison pour laquelle la collectivité ne peut pas s'immiscer. Les appartements en copropriété vendus un par un et les ventes en état de futur achèvement, c'est des systèmes de vente un peu particuliers qui sont assez peu hésités dans le département, sauf dans les secteurs urbains. Il existe également un droit de préemption renforcé, donc qui doit être justifié par la collectivité et qui étend
la préemption aux biens plus récents, donc de moins de 10 ans. Et dans ces cas de droit de préemption renforcé, alors les domaines doivent être consultés. Donc le tarif, le prix de vente doit être arbitré par les domaines. Alors comment ça se passe concrètement? Lorsqu'un propriétaire décide de vendre, d'échanger, comme je l'ai dit, un bien, il est dans l'obligation d'informer la commune. Au moyen d'une déclaration d'intention d'aliéner. C'est-à-dire que c'est un formulaire qu'on envoie à la collectivité. On dit, ben voilà, j'ai l'intention de vendre ce bien à tel prix. On décrit le bien, son assise foncière. Le bénéficiaire du droit de préemption urbain, il a un délai parce qu'il ne faut pas mettre le propriétaire en trop grande insécurité sur du long terme. Donc, une fois qu'on a reçu le droit de préemption, la DIA, déclaration d'intention d'aliéner, la collectivité a 2 mois pour se prononcer. À défaut de s'être prononcé dans les 2 mois, c'est une renonciation. Et dans ce cas, le propriétaire peut vendre sans aucune... le propriétaire peut vendre son bien dans une période illimitée au prix qui était dans la DIA. Par contre, s'il revient sur les conditions de vente, notamment le prix, alors à nouveau, il faudra relancer une DIA. Ça évite à la collectivité d'échapper à une baisse de prix importante. Un bien est à vendre à 200 000 €, la commune renonce, et puis derrière, le bien est à vendre à 150 000. Là, comme il y a une baisse considérablement du prix, le propriétaire est obligé de refaire une déclaration d'intention d'aliéner. Et c'est important quand même, c'est dangereux pour un propriétaire de ne pas respecter cette procédure parce que le bénéficiaire du droit de préemption urbain, donc la mairie, elle peut demander dans les 5 ans, si elle n'a pas été consultée, l'annulation de la vente sur laquelle le propriétaire a omis de la consulter. Donc, il y a quand même un risque important pour le propriétaire s'il ne consulte pas la collectivité. Donc l'avantage du droit de préemption urbain, il permet de saisir toutes les opportunités, c'est parce qu'effectivement, tous les biens qui vont se vendre dans le périmètre défini vont transiter par la collectivité. Alors, ça permet de capitaliser l'information sur le marché immobilier, donc ça vous permet de situer un peu le fonctionnement de vos marchés fonciers, à la fois sur le bâti et sur les terrains nus. Et puis, ça oblige également à réfléchir au développement et au foncier nécessaire, c'est-à-dire que forcément, activer une DIA, c'est savoir justifier et motiver l'activation de cette préemption. Et autre subtilité, ça peut être délégué. C'est-à-dire que le droit de préemption, il peut être délégué pour un objet particulier ciblé, notamment sur un bailleur social dans les secteurs où on applique des obligations de création de logements sociaux. Enfin, il y a différents cas où effectivement la déclaration d'intérêt, le droit de préemption peut être délégué par la collectivité dans un cadre très bordé, évidemment. La vigilance, c'est qu'on a quand même des risques contentieux, donc il y a une procédure très précise à suivre. Ça ne garantit pas la maîtrise du bien et le calendrier, vous êtes soumis au fait qu'il y ait une vente. Tant qu'il n'y a pas de vente, vous ne pouvez pas activer le droit de préemption. Donc c'est plutôt une acquisition foncière d'opportunité qui vient quand il y a des ventes et pas une acquisition pour un projet particulier dans un délai donné. Le droit de préemption sera inefficace. Il ne permet pas de négocier les conditions de vente parce qu'effectivement, l'acquisition se fait au prix proposé par le propriétaire. Il est nécessairement motivé, donc cette motivation, c'est pas le nez au vent qu'on se porte acquéreur, mais il faut bien avoir des projets précis et bien assis. Et puis, effectivement, la faiblesse, c'est que ce droit de préemption, il ne s'applique pas en zone agricole et naturelle. Le deuxième point sur lequel je passerai, mais relativement rapidement, parce qu'il est quand même très pointu, c'est l'expropriation. C'est une procédure qui, c'est vrai qui est utilisée en dernier recours, mais qui peut permettre à une collectivité qui est coincée avec un propriétaire sur lequel la négociation n'a aucun effet. Et quand on a un projet en jeu, l'expropriation est quand même un outil qui peut avoir de l'intérêt, même s'il est lourd, même s'il est juridiquement, on va dire, très subtil et qui soumet les collectivités à un risque juridique. Ce n'est pas un outil à balayer forcément du revers de la main. Quand on a des projets vraiment localisés et en jeu, c'est un outil de dernier recours.
Donc, c'est une procédure un peu complexe qui se constitue de 2 phases, une phase administrative et une phase judiciaire. Donc, il faut qu'on ait une utilité publique du projet. Donc là, on rentre dans des catégories très, très ciblées et très exigeantes, on va dire. L'utilité publique est prononcée par arrêté du préfet après enquête publique. Donc, on est sur une procédure très, très normée avec une publicité forte pour que chacun soit informé de cette procédure. L'enquête publique, la phase administrative, donc c'est cette enquête publique, pour toutes les opérations d'aménagement, de parking, etc., elle peut durer seulement 15 jours. Et puis l'enquête publique préalable à la réalisation de travaux un peu plus conséquents est de 1 mois. Et ensuite, c'est la phase judiciaire, c'est-à-dire que sur ces modalités d'acquisition, le juge est là pour, on va dire, être le garant du respect du droit de propriété. Donc, dans un délai qui ne peut excéder 6 mois à compter de la date d'arrêté de cessibilité, si l'acquisition des parcelles n'a pu se faire à l'amiable, l'expropriant saisit le préfet et le préfet peut prononcer l'ordonnance d'expropriation. Donc, l'ordonnance d'expropriation en elle-même, elle déclenche le transfert de propriété à la condition évidemment que la collectivité transfère et paye le montant que le juge de l'expropriation aura fixé. Donc, c'est une procédure très formaliste, très exigeante. On est sur le champ de l'utilité publique, quand même plus précise et plus restreinte que l'intérêt général. Et on est sur une procédure effectivement fortement contentieuse et qui passe devant le juge de l'expropriation qui est le garant, on va dire, des droits des propriétaires. Donc, les avantages de l'expropriation, ça facilite la rédaction des actes d'acquisition, la prise de possession des immeubles et donne ainsi un calendrier très sûr à l'opération. C'est-à-dire quand il y a une volonté et un projet à réaliser dans un temps contraint, effectivement, l'expropriation, si les mesures de négociation n'ont pas donné suite, c'est quand même un outil de dernier recours, certes, mais très utile dans l'intérêt général. Il permet de mieux indemniser les préjudices subis. Donc là, on a le juge de l'expropriation qui est garant, donc on sait que la solution de prix sera équilibrée pour les propriétaires notamment. Il y a certains avantages fiscaux pour le propriétaire. Et puis, malgré tout, c'est aussi un outil de négociation, l'expropriation, dans le sens où lancer une procédure d'expropriation peut débloquer des situations de négociation de gré à gré. Et parfois, on lance cette procédure lourde qui ne va pas jusqu'au bout parce qu'effectivement, à ce moment-là, il y a des choses qui se débloquent avant la fin de la procédure judiciaire. La vigilance, c'est une procédure longue et complexe. Elle est pratique, elle est quand même très, très mal perçue quand même par les propriétaires. C'est quand même une sorte de confiscation. Ça s'est vécu comme une sorte de confiscation. Donc, c'est toujours très délicat politiquement de manier ce type d'outils. Il faut être vraiment très robuste sur la finalité qu'on défend. Après, ça a un coût, puisqu'on a enquête publique, il y a quand même une procédure qui va nécessiter un investissement de la collectivité qui n'est pas neutre. Et puis, une vraie vigilance sur le respect des délais pour la réalisation du projet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est lancé dans la maîtrise foncière via une expropriation, il y a une obligation de résultat quelque part de la collectivité. Elle doit concrétiser le projet pour lequel elle s'est rendue propriétaire du foncier en question. Donc là, je vais passer la parole à ma collègue Anne-Sophie Verne qui va vous présenter tous les aspects d'orientation foncière liés aux documents d'urbanisme. Donc, le PLU propose au moins 3 outils qui permettent de maîtriser l'aménagement d'un secteur, d'une commune ou d'une intercommunalité. On a donc l'emplacement réservé, l'orientation d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle les OAP, et le secteur de plan masse. Donc, l'emplacement réservé, c'est une servitude qui est inscrite dans le PLU. Donc, elle peut être inscrite sur une parcelle ou sur plusieurs parcelles. Elle est au bénéfice d'une personne publique et elle permet d'implanter un projet, un équipement public ou une voirie ou un équipement, enfin dire, pour l'intérêt général, pour la collectivité. Ça peut être également un programme de logements sociaux. L'emplacement réservé, donc, il est inscrit dans le PLU.
sur toutes les parties du PLU, ça peut être U, à urbaniser en zone naturelle ou en zone agricole. Donc là, on voit sur l'écran un exemple de représentation, c'est la zone tramée à carreaux, donc qui donne l'assise sur le plan du document d'urbanisme de l'emplacement réservé. Donc, la liste des emplacements réservés doit figurer dans le PLU et elle doit préciser donc, pour chaque emplacement la destination précise. Donc ça, le Code de l'urbanisme cite un certain nombre d'équipements autorisés. Donc ça peut être équipement public, espace vert, parking, création de voirie. Ça peut être une déviation, une piste cyclable, voilà. Mais c'est assez cadré cette destination. La collectivité ne peut pas faire un emplacement réservé pour du logement privé, par exemple. Voilà, ça c'est pas permis. Donc, dans le PLU, on doit retrouver le bénéficiaire de cet emplacement réservé, qui est une collectivité publique, ça peut être une commune, une intercommunalité, l'État, le département, le parc aussi peut-être, je me suis posé la question, le parc aussi peut être bénéficiaire d'un emplacement réservé. Laure, non. Ben, je ne sais pas. Voilà, bon, c'est pas grave. Donc, on doit avoir également la superficie de cet emplacement réservé dans le PLU et les références cadastrales. Donc, les références cadastrales, soit elles sont écrites, soit elles sont cartographiées sur le règlement graphique. L'emplacement réservé permet donc de limiter le droit à construire, c'est-à-dire que un terrain privé qui sera agrévé d'un emplacement réservé ne pourra pas être constructible pour autre chose que l'objet pour lequel il a fait la destination faite de l'emplacement réservé. La collectivité, une fois qu'elle a approuvé son PLU, n'est pas obligée d'acquérir immédiatement après l'approbation du PLU l'emplacement réservé. Oui, le principe de l'emplacement réservé, c'est qu'il cible sur un terrain l'objet qui peut atterrir sur ce terrain très précisément. Et donc, il ne gère pas trop finalement, enfin, on va voir un petit, en fin de ligne, il gère quand même la prise de possession. Mais sur l'idée, on peut très bien avoir un emplacement réservé qui n'aboutisse pas pendant toute la durée d'un document d'urbanisme. Mais c'est simplement, on gèle sur une destination précise pour un bénéficiaire précis. Par contre, le propriétaire a donc droit de mettre en demeure la collectivité. Le propriétaire qui s'est vu mettre un emplacement réservé sur son terrain peut demander à la collectivité d'acquérir son terrain. C'est ce qu'on appelle le droit de délaissement. Donc, c'est ce que disait Laure. Si la collectivité renonce au bénéfice de cet emplacement réservé, il devient inopposable, c'est-à-dire que l'emplacement réservé tombe et le propriétaire peut faire de nouveau ce qui est possible, ce que le PLU permet dans la zone U ou AU. Le principe un peu rapide, on est toujours quand même dans une logique sur ces outils-là de protection du droit de propriété, qui est quand même un principe constitutionnel fort dans notre organisation institutionnelle. Et donc, c'est une entrave quand même au droit de propriété que de déposer un emplacement réservé. Donc, la condition sine qua non, c'est de dire, ben voilà, vous portez atteinte, en tant que propriétaire, vous portez atteinte à mon bien, à la jouissance que je peux avoir de mon bien, donc je vous mets en demeure de l'acheter. C'est le principe, c'est vraiment toujours dans une logique de protection du propriétaire. Il existe aussi un emplacement réservé un peu particulier qui vaut servitude de mixité sociale. Donc, cet emplacement réservé spécifique ne peut être inscrit que dans les zones U ou AU d'un PLU. Et il prévoit donc un pourcentage de logements sociaux à produire sur la zone d'aménagement qui aura été identifiée dans le PLU. Et donc, c'est une servitude pour des logements sociaux qui est opposable aux autorisations d'urbanisme. Et couvre droit au même système de droit de délaissement, c'est-à-dire que le propriétaire qui voit son bien, on va dire, grévé de ce type de projet, il peut demander à la collectivité mettre en demeure la collectivité d'acheter son bien. On a ensuite donc les orientations d'aménagement et de programmation.
Donc, ces OAP sont obligatoires dans les zones AU d'un PLU et elles sont là pour exprimer le projet de la collectivité sur un quartier qui peut être à réhabiliter ou à restructurer. Et ces OAP définissent les conditions d'aménagement du secteur en garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines, paysagères. Elles peuvent être, elles concernent n'importe quel quartier ou secteur du territoire, quelle que soit sa localisation. On peut également avoir des OAP en zone agricole ou naturelle dans le PLU. Ça peut être une orientation d'aménagement sur la trame verte et bleue, ou sur les continuités écologiques. Donc l'OAP est obligatoire en zone AU. C'est pour favoriser un urbanisme de projet et c'est une sorte d'affichage, c'est-à-dire que la collectivité affiche ses ambitions en termes d'aménagement sur le secteur qu'elle a identifié. Il y a une certaine souplesse parce que les orientations d'aménagement et de programmation, il y a une notion de compatibilité au moment de l'autorisation d'urbanisme. Il n'y a pas une conformité avec ces orientations d'aménagement, comme ça pourrait être écrit dans un règlement d'une zone U. Là, c'est plus une notion de compatibilité. Elle permet donc, cette OAP à la collectivité de maîtriser l'évolution d'un foncier qu'elle n'est pas obligée d'acquérir. C'est souvent des porteurs privés, ensuite des aménageurs privés, qui vont répondre aux objectifs de la collectivité sur le secteur qui aura été identifié. On distingue donc des OAP thématiques et des OAP de secteur. Il y a également donc des OAP sans règlement. Ce sont des OAP plus souples et moins contraignantes, puisqu'elles ne sont pas obligées de respecter toutes les règles d'une zone U, par exemple, qui auraient été décrites dans le règlement. Mais elles sont un petit peu plus précises sur l'objet et les intentions de la collectivité en parallèle. Mais il n'y a pas de règlement, de règles d'implantation, de distance à la limite, etc. qui s'appliquent. C'est vraiment l'OAP en elle-même qui crée le cadre d'aménagement du secteur. Voilà, donc l'avantage d'une OAP, ça permet d'afficher les ambitions en termes de qualité d'aménagement de la collectivité. Elle permet la négociation du projet dans le cadre fixé par l'OAP et elle permet de maîtriser l'évolution d'un foncier sans être obligé de l'acquérir. Alors, il faut être vigilant parce qu'elle ne permet pas de maîtriser toutes les caractéristiques d'un projet. Il y a une marge d'adaptation en fait qui est permise aux aménageurs. Par contre, donc, l'élaboration d'une OAP requiert d'anticiper la faisabilité économique des aménagements attendus. S'il y a des voiries, ça peut être à la charge de la collectivité, les réseaux aussi. Ça peut être des espaces publics qui vont être inscrits dans le secteur d'aménagement, qui seront pareils à la charge de la collectivité. Et on a enfin un outil qui s'appelle le secteur de plan masse. Donc, cet outil est instauré dans les zones AU et exceptionnellement en zone agricole ou naturelle par l'intermédiaire des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitée. Donc, c'est un plan de zonage spécifique qui est identifié dans le PLU. C'est un secteur qui est régi par des règles spéciales qui dérogent donc au règlement général de la zone. Ce sont des règles différentes mais compatibles. Souvent, c'est fait quand il y a du morcellement de foncier. Et ça permet à la collectivité de décrire en fait en 3 dimensions ce qu'elle attend d'un projet avec des règles donc de hauteur, d'emprise, d'implantation. On n'en a pas fait beaucoup en Ardèche. C'est assez rare, oui. C'est quand il y a vraiment une préfiguration amont très précise de comment on veut que ça se place dans le tissu urbain. Voilà. Donc, l'avantage, ça permet, le secteur plan de masse permet la maîtrise d'un projet privé en fixant, en fixant les moindres détails de réalisation en fait, du projet. C'est adapté à des secteurs très stratégiques et la collectivité doit avoir une image très précise du résultat qu'elle attend.
l'expression graphique de ce secteur permet de s'affranchir de la structure foncière, puisqu'elle n'est pas, voilà, ça peut être sur du foncier privé. Par contre, en vigilance, si les formes sont contrôlées, la programmation ne l'est pas d'un point de vue qualitatif. On ne pourra pas fixer une taille de logement ou fixer des règles de mixité sociale. Donc, il faut ajouter d'autres outils si on… Peut-être une OAP, peut-être une servitude. Ouais. Le cadre très contraint de ces secteurs plan de masse peuvent faire fuir les porteurs privés, puisque justement, c'est assez contraignant. Pour eux, ils doivent vraiment répondre à ce qui est attendu par la collectivité. Et si le plan de masse a omis certains éléments, il faut l'adapter et faire une modification de PLU. J'enchaîne sur donc, les outils de projet. Donc là, on n'est plus sur comment je deviens propriétaire pour une finalité précise ou comment, dans mon document d'urbanisme, je vais orienter l'aménagement. On poursuit un projet particulier et comment je peux accompagner la concrétisation de ce projet-là en tant que collectivité. Donc, c'est des outils qui permettent de réfléchir sur des secteurs. Donc là, on va vraiment être sur des secteurs précis, d'une assise foncière vraiment particulière. Et on va être sur des secteurs sur lesquels il y a un intérêt stratégique pour la collectivité à piloter quelque chose de très soigné. Ils permettent à la puissance publique d'avoir une maîtrise de l'aménagement foncier, mais là encore, pas forcément toujours en étant directement ou l'aménageur ou directement propriétaire. Donc, il y a 6 dispositifs que je vais vous présenter. Le premier, je passerai très vite. Le périmètre de sursis à statuer, c'est un outil qu'on utilise assez peu. On le manie dans le cadre de l'élaboration d'un PLU, mais bon, je ne m'y attarderai pas. Le périmètre d'inconstructibilité, la zone d'aménagement différé, la ZAC, ça aussi on passera assez vite parce que c'est un outil très lourd qui est quand même à dominante urbaine, les zones agricoles protégées et puis les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles. Donc ça, c'est plutôt vers les outils que je vous présenterai sur la fin. Donc les périmètres de sursis à statuer, je passe rapidement dessus. Ils seront dans le PowerPoint si vous voulez vous y reporter, mais c'est vraiment un outil qu'on utilise très peu dans le département, donc je ne vais pas vous le détailler. Alors, le périmètre d'attente de projet. On est vraiment sur un outil que je trouve très intéressant et qui est finalement assez peu manié et qui a de l'intérêt. Donc, on est toujours dans le cadre d'un document d'urbanisme. C'est-à-dire, la collectivité élabore ou modifie son document d'urbanisme, son PLU, pour introduire quelque part un secteur. Tout d'un coup, la maturité de la réflexion de la collectivité aboutit à dire, mais là, à cet endroit-là, c'est un endroit tellement stratégique qu'il faut que je le maîtrise. Mais la collectivité en elle-même n'a pas une définition très précise de ce qui doit arriver à cet endroit-là. En gros, on va faire développer un quartier, mais il n'y a pas encore l'étude et la maturité du projet qui permettent d'écrire une OAP. Donc, on gèle l'aménagement de ces secteurs. Donc, c'est une servitude, donc périmètre d'attente de projet. Ça veut bien dire que ça laisse un temps de 5 ans à la collectivité pour faire les études et concevoir ce qui doit se poser sur ce secteur en enjeu. Donc, il doit être justifié. Alors, bien évidemment, on ne peut pas geler comme ça un droit à construire sur un territoire ou un ensemble de parcelles sans justifier la raison pour laquelle on met en place ce gel. Il peut donc soit être pensé au moment du PLU, c'est-à-dire que le PLU, au moment où il est arrêté, il y a quelque chose en germe, mais qui n'est pas stabilisé, pas finalisé. On peut ériger ce périmètre d'attente de projet, ou alors une modification. On peut imaginer aussi que un PLU, ça dure 10 ans, une nouvelle équipe municipale arrive et a un projet très particulier sur un secteur donné, alors que le PLU le rend constructible. Donc, afin de contrer cette intervention privée qui pourrait contrecarrer des projets publics, on gèle le secteur. Après, ça implique Alors, c'est léger parce qu'il n'y a pas d'études préalables. C'est la collectivité qui, par délibération, en adaptant le PLU, applique un périmètre de servitude en disant « je gèle ce secteur en particulier ». Il y a quand même un débat entre conseil municipal, hein, donc il faut quand même expliquer les choses. Les travaux d'adaptation, donc la conséquence, c'est que tous les travaux sur ce secteur-là, les permis, sont suspendus.
Et on ne peut faire que des travaux, on va dire, conservatoires, d'adaptation, de changement de destination, mais c'est vraiment très léger. Et vous voyez, donc, on parle de changement de destination, ça veut dire que ça s'applique non seulement à des terrains vierges, mais également à des terrains bâtis. C'est-à-dire que ça peut être un périmètre de projet où on a l'intention de faire une recomposition de 2-3 bâtis enchevêtrés. Enfin, il y a vraiment, on peut aller assez loin. Là encore, toujours ce contrepoint de l'entrave à la propriété. Donc là, le propriétaire, il peut, pendant 5 ans, plus agir sur son bien. La contrepartie, c'est le droit de délaissement. C'est-à-dire que la collectivité, il peut mettre en demeure la collectivité d'acquérir son bien. Les avantages, c'est que ça dure 5 ans, donc on sait que le temps du projet des fonds en collectivité est long pour aboutir à la maturité de projet qu'on poursuit. Donc 5 ans, ça laisse quand même le temps de porter des études de fond et ça laisse à la collectivité le temps de mûrir un projet précis. Il permet donc à la collectivité de figer l'évolution d'un secteur à enjeu, faire un secteur d'OAP futur, un secteur d'aménagement futur. Ce périmètre peut finalement ne pas correspondre au périmètre final de l'aménagement. Ça, c'est aussi quand même très souple. C'est-à-dire que vous pouvez faire, par exemple, un périmètre d'attente de projet sur 5 parcelles. Et puis finalement, les études vous amènent à n'aménager que 4 des parcelles. Vous aurez figé une parcelle pendant 5 ans alors qu'elle n'est pas dans le projet, mais ce n'est pas répréhensible en soi dans la procédure. La vigilance, c'est qu'il faut motiver, donc il faut vraiment qu'on soit sur quelque chose qui soit en rapport avec le PADD. Le PADD d'un PLU, c'est la feuille de route, c'est le projet politique, le projet stratégique. Donc, il faut que ce soit quand même, ça serve un intérêt de la collectivité qui est en rapport avec ce que le PLU a conçu. Il doit être cohérent, ciblé, donc c'est pareil, un périmètre d'attente de projet, c'est souvent un objet assez restreint. Et c'est souvent en milieu urbain dense, c'est souvent comme ça qu'on l'a pratiqué. Et donc, il doit être en rapport quand même avec les capacités d'investissement de la collectivité, parce que je vous ai dit, c'est le droit de délaissement, c'est-à-dire que le propriétaire peut mettre la collectivité en demeure de lui acheter le bien. Si le périmètre d'attente de projet porte sur 5 hectares, vous voyez bien que pour la collectivité, il va falloir assumer derrière financièrement. Donc, le principe, c'est quand même, c'est pas sûr que le propriétaire vous demande d'acheter, mais malgré tout, on est plutôt sur des objets très ciblés d'un espace interstitiel dans le tissu urbain ou de cet ordre. Sa suppression ne peut être opérée que par modification du PLU. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est scellé dans le PLU. Une modification, c'est quand même relativement souple, mais ça peut être retiré, mais on a quand même un objet qui est assez institutionnalisé au travers du document d'urbanisme. Et puis, il faut que la collectivité soit quand même réactive. Alors, c'est sûr que 5 ans, ça paraît long pour mener des études, mais parfois, il y a un peu on va dire, de délai à l'allumage. Et donc, je pense que quand on érige un périmètre d'attente de projet, je pense que dès ce périmètre érigé, dès le PLU approuvé, il faut vraiment ne pas mollir et se lancer directement dans les études pour faire atterrir le projet, parce que d'expérience, pour avoir accompagné les collectivités, on se rend compte que ce temps passe finalement assez vite et qu'on arrive parfois au bout de l'échéance sans avoir finalisé ce qu'on avait les intentions de finaliser. Donc, c'est un outil qui est quand même vraiment très intéressant. La zone d'aménagement différé. Alors, c'est sur un secteur donné, instaurer un droit de préemption pour une durée 6 ans, renouvelable, c'est-à-dire qu'on peut être sur 12 ans au total, notamment dans les zones où le droit de préemption urbain ne peut être activé. Donc, le droit, c'est, on va dire quelque part, la même dynamique que le droit de préemption, sauf qu'effectivement, on peut le faire dans une zone agricole ou une zone naturelle. Alors, c'est un outil de préemption antispéculatif parce qu'il a pour effet de figer aussi l'évaluation du foncier. Donc, il court-circuite la spéculation sur un secteur de projet, c'est-à-dire qu'il affiche, je fais une zone d'aménagement différé sur un secteur donné et sur un objet précis. Donc, ça permet aussi aux propriétaires ou aux aménageurs du secteur de dire, ok, ce secteur-là, la collectivité publique a un projet précis dessus, c'est plus un secteur sur lequel je vais aller, c'est plus un terrain de jeu pour les aménageurs. On sait qu'il y a quelque chose de précis qui va arriver là.
La zone d'aménagement différé, elle est créée par arrêté préfectoral. Alors, ça donne l'impression que c'est lourd, mais en fait, c'est une procédure assez réactive au niveau des services de la DDT et du préfet. On peut mettre en place une zone d'aménagement différé dès lors que l'objet, on va dire, est partagé de manière assez rapide. Et le bénéficiaire du droit de préemption doit être désigné. Donc, ça peut être l'État, le département, un EPCI. Les ZAD fréquentes qu'on a fait ces derniers temps, enfin, ça peut correspondre à différents aménagements, mais on en a fait beaucoup, notamment pour des créations de zones d'activité. Alors, la ZAD, elle doit avoir un objet de permettre la réalisation dans l'intérêt général des actions d'opération d'aménagement. Alors, le code érige vraiment des thématiques précises qui peuvent rentrer dans la zone d'aménagement différé. Donc, mettre en œuvre un projet urbain ou un projet d'habitat, organiser le maintien et l'extension des activités économiques, favoriser le développement du loisir et du tourisme, réaliser des équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, donc on est quand même dans les outils aussi de recomposition d'un foncier vacant, et sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti. Les objets sont similaires à ceux qu'on a vus tout à l'heure dans le droit de préemption. Il se traduit par un droit de délaissement, donc ce que je vous expliquais. Le propriétaire met en demeure la collectivité ou le bénéficiaire d'acheter. La collectivité a 2 mois pour se prononcer. Elle achète au prix ou elle renonce et la préemption tombe. Si elle veut acheter à un autre prix, il y a toute une procédure dont je vous épargnerai les détails. Mais donc, c'est un moyen de devenir propriétaire d'un secteur sur lequel on cible à terme un aménagement particulier, notamment, comme je vous le disais, une zone d'activité ou une infrastructure publique particulière. Donc, c'est simple, c'est juridiquement assez fiable, c'est assez facile à mettre en œuvre. C'est applicable dans toutes les communes. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas soumis au préalable que beaucoup des outils fonciers que je vous ai présentés. On n'a pas besoin d'avoir un PLU ou une carte communale. Si on a un projet d'intérêt général particulier, on peut le faire également dans une commune qui n'a pas de document d'urbanisme. Le prix du foncier est maîtrisé, c'est ce que je vous expliquais, parce que la valeur de référence à l'achat, donc au moment où il y aura achat, c'est la date de création de la ZAD. Donc, comme je vous ai dit que c'était 6 ans plus 6 ans, il peut y avoir, et donc dans la fonction aussi actuelle, c'est-à-dire qu'on fiche le prix dans une fonction telle qu'elle est classée au document d'urbanisme. C'est-à-dire qu'en gros, si on fige une ZAD sur un secteur naturel sur lequel il y a des ambitions de créer une zone d'activité, une fois que la ZAD est érigée, l'acquisition se fera sur le prix d'achat d'une zone agricole ou naturelle. Je vais parler naturelle. Et donc, pour la collectivité, c'est quand même une formule pour acquérir un foncier de manière à un prix qui est quand même sur lesquels les vendeurs ne font pas de spéculation. Alors, la vigilance, c'est que ça doit être rentré dans les objets d'intérêt général énoncés. Là, on est vraiment dans ce cœur de cible. Le périmètre doit être cohérent avec et ciblé et en adéquation avec les capacités d'investissement de la collectivité, donc toujours la même chose, puisqu'elle peut être mise en demeure d'acheter. Si elle n'acquiert pas, après que le propriétaire ait fait jouer son droit de délaissement, le droit de préemption tombe. Donc là, ça veut dire qu'on met à mal le projet d'aménagement. Et c'est limité dans le temps, mais on a quand même 6 ans renouvelables. Le renouvellement se discute ensuite avec les services de l'État pour comprendre pourquoi le projet ne s'est pas concrétisé dans les 6 ans et donc éventuellement le proroger au-delà. Les ZAC, alors vu l'heure, je vais aller très très vite. On est vraiment, quand il s'agit de zones d'aménagement concerté, c'est une procédure adaptée au portage de projets structurants impliquant des équipements publics et de la maîtrise foncière. La ZAC, c'est un outil d'aménagement de grande ambition, sur lesquels on aura des espaces publics importants. Elle s'adapte à des grandes zones de 10 000 à 40 000 mètres carrés de surface de plancher. Donc, vous voyez bien qu'en Ardèche, on est quand même assez rarement confronté à l'objet. Elle a des intérêts, c'est que vraiment, on est sur de l'aménagement de quartier, sur l'aménagement d'ensemble immobilier, d'ensemble foncier important
d'où le fait que ce ne soit pas très en adéquation avec les besoins qu'on a dans le département. On est sur des dispositifs très lourds, techniquement et financièrement également. Sur la collectivité doit investir, notamment en termes d'études, pour monter une ZAC de manière assez importante. Donc, c'est du projet de grande échelle qui nous concerne que de manière assez accessoire. Alors, dernier point, c'est les outils de protection. Donc, on a vu les outils du PLU qui permettent d'orienter l'aménagement. On a vu les outils de projet quand la collectivité a un objet particulier à porter. Et donc là, c'est comment on utilise la maîtrise du foncier ou qu'on limite l'usage du foncier dans un objectif de protection qui est d'intérêt général. Donc, on a les zones agricoles protégées que je vais vous présenter, les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles naturels et périurbains. C'est ce qu'en Ardèche, le conseil départemental, qui est l'opérateur de ce type de dispositif, a appelé les pandas. Je ne sais même plus quel est le synonyme la signification de l'acronyme, mais voilà. Les pandas. Et enfin, le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. Donc là, on a 2 objets sur la préservation de l'enjeu agricole et un objet sur la préservation des espaces naturels sensibles qui sont un zonage particulier. Donc, la zone agricole protégée, c'est un outil d'affirmation d'une volonté politique de garantir à long terme la vocation agricole d'un secteur et d'un territoire. Sur l'idée, on n'est pas dans le transfert de propriété. On fige une vocation sur un secteur. C'est-à-dire on a les éléments d'étude et dans l'intérêt général, on a constaté qu'on avait une plaine agricole dont on pouvait démontrer une valeur agronomique particulière, une haute qualité de production ou une situation géographique particulière. Parce que la ZAP, elle peut permettre de protéger des périmètres agricoles autour des villes, et notamment sur ce qui se développe beaucoup, du maraîchage de proximité pour relocaliser l'alimentation à proximité des zones urbaines. Donc, on poursuit vraiment un intérêt général sur la fonction agricole. Et l'intérêt, c'est qu'on voit bien que dans les zones périurbaines ou les zones soumises à pression, l'agriculture est entravée par des changements de destination, mais elle est entravée surtout et beaucoup par de la rétention spéculative. C'est-à-dire que les propriétaires des terres agricoles, plutôt que de les vendre à un agriculteur, les gardent et les mettent en fermage ou pas, en se disant, un de ces 4, j'ai des chances que ça devienne constructible. Donc, en projetant cette spéculation future, eh bien, on gèle la pratique agricole sur ces secteurs, alors même qu'on est sur des secteurs à enjeu. Donc vraiment, l'idée, c'est de libérer l'espace agricole de cette spéculation par anticipation, et donc éviter que des espaces agricoles de grands rendements potentiels ou d'une position hyper stratégique pour une collectivité, soient gelés et non mis à disposition des agriculteurs. Donc, les ZAP, donc on les appelle les ZAP. Les ZAP peuvent être mises à disposition sur toute commune qui soit au RNU, en carte communale ou PLU. Donc, pas besoin, pour mettre en place une zone d'agriculture protégée, d'avoir un document d'urbanisme. Et elles peuvent donc ou non être classées agricoles. On n'a pas besoin de ces éléments-là. Donc, ça peut être à l'échelle infracommunale ou sur plusieurs communes. C'est-à-dire qu'on peut avoir sur une commune en particulier un espace, un bel ensemble agricole de 3 hectares situé à proximité d'un village sur lequel on a une amorce d'installation maraîchère. On peut très bien mettre cet outil en place. Ou alors à l'échelle d'un EPCI, un EPCI qui a des stratégies justement de relocalisation de l'agriculture. Je pense à des réflexions qui ont pu avoir lieu, ça n'a pas atterri sur Saint-Péret, où on a vraiment une plaine agricole du Rhône qui a été sanctuarisée dans cette idée d'une agriculture de proximité. Une ZAP en Ardèche, on en a mis en place notamment à Cornas. Donc là, on est vraiment sur des ensembles viticoles d'enjeux particuliers. Alors, l'initiative de la ZAP, c'est le préfet.
c'est soit le préfet qui estime qu'il y a un enjeu particulier, qui travaille de concert avec les collectivités concernées, soit la commune, soit un groupement de communes. Mais c'est une procédure qui est pilotée par l'État. La procédure, donc, il y a une première phase qui est une phase d'étude, c'est-à-dire qu'on détermine, on doit avoir des éléments de justification. Pourquoi on va mettre en place un outil aussi important et aussi limitant sur les fonctions de certains fonciers. Donc, c'est des études agricoles, agronomiques, environnementales. On consulte donc les communes concernées parce que même si elles ne sont pas à l'initiative, elles sont forcément fortement impactées. Donc, l'avis de la collectivité doit être recherché. Ensuite, consultation des personnes publiques compétentes. Donc, on a l'INAO, c'est l'Institut des appellations d'origine contrôlée. La Chambre d'agriculture, évidemment, et puis la CDPNAF, c'est la Commission départementale de protection des espaces agricoles, naturels et forestiers, qui est donc une commission, on va dire, de représentants du monde agricole, du monde des collectivités également, donc une commission, à me dire, un peu paritaire, qui réfléchit aux enjeux de protection des espaces naturels et forestiers. Donc derrière, on débouche sur une enquête publique, une délibération des conseils municipaux concernés, et enfin, un arrêté préfectoral qui arrête le périmètre de la ZAP. Les effets de la ZAP, c'est une servitude. Elle est annexée au PLU de la carte communale. Et les terrains inclus dans ce secteur, obligatoirement, auront un caractère agricole. C'est-à-dire que derrière, le PLU ne pourra absolument pas, même si c'est une volonté communale, le secteur est sanctuarisé, on ne pourra pas le rendre constructible. Dans une carte communale, c'est pareil, on ne peut pas le classer en zone constructible. Et tout changement d'affectation ou de mode d'occupation qui altérerait le potentiel agronomique, biologique ou économique est soumis à l'avis de la Chambre d'agriculture. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un secteur, un sanctuaire agricole, si je peux le résumer rapidement. La ZAP, elle sanctuarise à long terme la vocation agricole. Elle protège l'espace agricole de la pression foncière. C'est vraiment une des motivations majeures, hein. Ensuite, elle limite la rétention. Donc, comme les propriétaires n'ont plus de perspective de constructibilité, eh ben, ils ont intérêt à vendre leurs biens ou à le mettre en fermage. Et elle peut englober un ensemble agricole au-delà des limites communales. C'est-à-dire c'est vraiment cet intérêt de réfléchir sur des fonctions agricoles de long terme qu'on sanctuarise, on se met collectivement sur 3-4 communes sur une plaine alluviale et puis vraiment on se dit l'agriculture, là, est l'objet qu'il faut vraiment prioriser contre toute autre fonction. La vigilance, c'est qu'un projet qui doit être partagé, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment la volonté de l'État et des collectivités concernées doit aller dans le même sens, doit aller de concert. C'est une procédure qui est assez exigeante. On a une enquête publique, on a une évaluation environnementale, donc c'est quand même pas, ça se met pas en place en claquant des doigts. On définit un périmètre pertinent, donc il y a vraiment un besoin d'études particulières pour savoir et justifier la raison de la mise en place de ce type de projet. On n'a par contre pas de programme d'action. On est vraiment sur de la sanctuarisation d'une fonction sans l'associer à des interventions au profit notamment de la profession agricole ou des pratiques agricoles. Il n'y a pas de droit d'indemnisation des propriétaires, donc ça c'est assez fort. Pas de délaissement. La collectivité est légitime à dire « je veux de l'agriculture, c'est stratégique à cet endroit-là » et en contrepartie, le propriétaire peut vendre son bien au prix du bien agricole. La ZAP, elle gagne à être doublée d'outils de protection. Donc, c'est vrai que souvent, une ZAP va être doublée d'outils dans le cadre du SCOT ou dans le cadre du PLUI. Par rapport au SCOT, on est dans ces systèmes de vases communicants. Le SCOT peut aussi dire, dans ses études, constater qu'à un endroit, on a une fonction agricole particulière et le SCOT peut demander au territoire d'aller de poursuivre l'objectif de mettre en place des zones d'agriculture protégées. Deuxième objet, le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles. Donc, le principe, c'est l'initiative du département ou d'un établissement public de SCOT. C'est une procédure qui est portée donc, par le département. Elle s'associe à une concertation importante.
Donc, une concertation locale avec les citoyens, mais surtout les professionnels, donc les agriculteurs eux-mêmes. On recueille l'avis des personnes publiques associées, donc la Chambre d'agriculture, le PNR, le SCOT. Les PAEN ils sont mis en place sur les communes en PLU, carte communale ou RNU. Donc là encore, on s'affranchit d'un document d'urbanisme préalable. C'est un outil foncier et pérenne. Il ancre la vocation. Donc, dans le même sens que ce qu'on disait tout à l'heure sur la ZAP, là aussi, on pérennise définitivement la fonction agricole. Et par contre, on l'a sorti d'un droit de préemption qu'on n'avait pas sur la zone d'agriculture protégée. C'est un outil également de gestion, c'est-à-dire c'est là aussi une des grandes différences entre la ZAP et le PAEN, c'est que là, on va à la fois, on maîtrise la vocation de ce foncier, et en même temps, on se fixe aussi pour d'accompagner la consolidation de la filière agricole sur ce secteur. Donc, on l'associe à un programme d'action qui vise à appuyer l'activité économique des filières, qui vise à faciliter l'installation. Donc, on a vraiment à la fois la sanctuarisation du foncier sur une vocation agricole et en même temps outiller et consolider cette vocation agricole sur ces secteurs. Donc, il soutient l'agriculture, mais consolide également la protection des fonctionnalités écologiques, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'un espace agricole, il a en premier lieu une fonction économique qui est de produire des produits agricoles, mais simultanément, on sait que les espaces agricoles ont une perméabilité à la circulation des espèces et ont une vocation agricole par la mosaïque de cultures qu'ils proposent. Donc, le PANDA, il sanctuarise à long terme la vocation agricole, naturelle et forestière. Il protège l'espace périurbain de la pression foncière, donc ça, c'est les mêmes fonctions que la ZAP. Il dynamise les espaces agricoles et naturels par la définition de projets de développement. Donc, c'est vraiment l'intérêt du PANDA ou PAEN. C'est un périmètre pertinent parce que c'est un ensemble agricole, donc souvent, il dépasse la frontière purement communale, mais peut être envisagé sur un ensemble, sur plusieurs communes. On le pratique beaucoup, effectivement, sur des plaines alluviales. Et il y a la possibilité d'enclencher un système de maîtrise foncière, ce que ne permettait pas la ZAP. La préemption, elle revient au département et pas aux communes. Mais c'est pareil, c'est un outil de gestion possible, la préemption, mais ce n'est pas forcément une finalité dans le document. Et en aucun cas, là où on met en place des PAEN, on va s'atteler à posséder, le département ne va pas se porter acquéreur d'ensembles alluviaux importants. Il peut y avoir quelques objets stratégiques pour du développement d'irrigation ou pour mettre en place des outils collectifs de production sur lesquels le droit de préemption sera mis en place. Mais le principe n'est pas forcément d'aller sur un droit de préemption généralisé. L'outil de maîtrise foncière peut parasiter la concertation. C'est effectivement voilà, l'imaginaire, comme il y a un droit de préemption, il y a une crainte effectivement que la mise en place de cet outil dépossède les agriculteurs, mais c'est bien la finalité est totalement inverse. Et c'est toujours donc les PAEN à croiser avec les zonages, les orientations du SCOT et les zonages du PLU, c'est-à-dire que fatalement, là où on a PAEN, en toute logique, il faudra que les secteurs soient classés en zone agricole. Le droit de préemption sur les espaces naturels sensibles. Donc, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public de certains espaces naturels, on va dire spécifiques à valeur patrimoniale particulière. Donc, vous voyez sur la droite, on vous précise effectivement les secteurs qui font partie de ces espaces naturels sensibles que le département a consacrés. Donc, l'objectif des ENS, c'est de préserver la qualité d'un site, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion de crues, à assurer une sauvegarde des habitats naturels. Donc, on est vraiment sur des secteurs à sanctuariser. On est dans une logique, effectivement, d'un ensemble qui a une valeur spécifique et sur lequel la collectivité publique, donc en l'occurrence le département, veut assurer à long terme cette pérennité des valeurs environnementales.
L'outil, dans le cadre de cette compétence, le département donc, peut créer des zones au sein desquelles elle peut préempter. C'est-à-dire qu'afin d'assurer cette conservation des espaces à valeur particulière, le département peut tout à fait donc, mettre en œuvre un droit de préemption. Là encore, ce droit de préemption, selon les objectifs de conservation, il peut concerner un ensemble ou seulement certaines fractions et cœurs d'espaces naturels sensibles. Donc, c'est une procédure, c'est le préfet qui mène la procédure de préemption dans ces cas-là. Donc, voilà les outils particuliers. Le droit donc, de préemption dans les ENS s'exerce seulement sur le périmètre de l'espace naturel sensible. Le droit de préemption concerne toute aliénation à titre onéreux. Donc, on part, comme tout à l'heure, sur des parts d'indivision, sur pas seulement la vente de biens complets. La zone de préemption peut être inférieure au périmètre. Ce que je vous dis, on peut agir en préemption seulement sur un cœur de cible dans l'espace sensible. Le droit de préemption est institué par délibération du conseil départemental, soit avec l'accord des communes, EPCI, si le PLU, soit du préfet en l'absence de PLU. Et donc, il y a une concertation qui est menée notamment avec les organisations professionnelles. La durée n'est pas limitée, c'est-à-dire qu'on est sur un objet très, très pérenne. Et puis, le droit de préemption peut être délégué. Donc, on peut avoir, au sein d'un espace naturel sensible, on peut s'inscrire dans une réserve. Et donc, ce droit de préemption peut être délégué au gestionnaire d'une réserve, à un PNR, à une commune, à un EPCI, selon les logiques de conservation du secteur. J'en ai fini de la présentation, 19h01. Parfait. C'est magique.